Moi, j'ai entendu ce soir qu'il y a une diversité de moyens d'organisation, d'entrée, de points par lesquels on fait passer, grosso modo, le même message. C'est intéressant, soit, mais ça pose un problème. Quand c'est pas coordonné, ben, ça ne permet pas de développer un mouvement de fond qui va demeurer puis qui va nous servir par l'expérience plus tard à mener une lutte probablement plus difficile à mener. D'après moi, à Québec, pour répondre à la question, il y a la nécessité de se coordonner. Ginette parlait de la coalition justice sociale. À ma connaissance, ça inclut les groupes communautaires, ça inclut principal, central, syndical au niveau régional. Ça, c'est intéressant. Il y a là une coupole qui est déjà organisée, en fait, qui a déjà mené des luttes, et qui ne demanderait pas mieux qu'à être élargie ou à être énergisée par l'arrivée de nouvelles militantes et de nouveaux militants, même s'ils sont professionnels ou qu'ils ne le soient pas, finalement. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Le défi, je trouve, qui se pose à nous, c'est l'investissement des plus grosses organisations qui rejoignent plus souvent plus de monde, les syndicats. Ils sont dans 5, 10, 15, et en partie dans 15+, je pense à FTQ qui s'implique. Il y a 2 syndicats locaux qui s'impliquent. 2 syndicats locaux, c'est ça. Ben moi, je me demande tout le temps, à 3 fois, puis c'est pas pour parler contre les centrales syndicales, au contraire, là, mais je me pose toujours la même question. Sont-ils là pour faire belle figure, on va dire plate de même, ou bien ils vont vraiment investir? Puis ils vont se servir de la machine qu'ils ont à leur disposition pour mobiliser le monde. Sur 15$, je pense qu'il y a une volonté d'utiliser la machine puis de mettre en marche. Mais, Virginie le disait, les syndicats, entre autres, de 5, 10, 15, ils regroupent des membres qui gagnent déjà plus que 15$ de l'heure. Et là, le défi, ça va être d'aller rejoindre les travailleurs et travailleuses d'un commerce au détail, d'un fast-food, les chauffeurs de taxi, bref, tous ces gens-là qui ne gagnent pas 15$ de l'heure ou qui travaillent de façon précaire. Parce que dans le communautaire aussi, effectivement, même en bas de 15$ de l'heure. Fait que, et ça, les machines syndicales sont pas encore là, malheureusement. Mais je pense qu'il y a un potentiel. Mais moi, la question demeure ouverte, là, puis j'ai pas de réponse. Mais comment aller rejoindre le monde qui gagne un salaire minimum puis 15$ de l'heure? Je vois pas autre chose que le bon vieux travail militant qui se fait depuis ad vitam aeternam, diffuser ses lieux de travail, aller jaser avec le monde. Puis ça, ben, ça prend des énergies, ça prend des bras, ça prend du temps. Puis ben, j'espère qu'une réunion comme celle de soir va servir à récolter des noms, des numéros de téléphone, des courriels, et surtout à vouloir se revoir la prochaine fois pour se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il va peut-être avoir des assemblées de quartier, il va y avoir une réunion de coalition de justice sociale, et il va y avoir probablement d'autres syndicats. 5, 10, 15 nous informent très bien, ont déjà fait de la diffusion aussi dans certaines régions, je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais bref, toutes ces actions-là, on a besoin d'un lieu pour se coordonner. Vous faire part d'une préoccupation. C'est intéressant cette campagne-là, mais c'est un élément. Moi, je pense qu'il faut la faire vraiment, l'intégrer dans un projet économique beaucoup plus large. Si on pense au revenu minimum garanti, moi je pense qu'au service public. Est-ce que demander 15$ de l'heure, si on ne s'occupe pas de préserver le pouvoir d'achat, ça ne sert à rien? Hein? Il faut vraiment avoir un projet économique beaucoup plus large, beaucoup plus réfléchi. Puis ça vient chercher la solidarité. Plus des gens qui ne sont pas nécessairement touchés par le 15$. Hein? Si on veut conserver nos services publics le plus gratuit possible, en parenthèse, parce qu'on se paye avec la fiscalité, la répartition de la richesse. C'est comme ça qu'on fait la répartition de la richesse. Je vous dirais, moi, que l'idéal, c'est que ça baisse le salaire, qu'on n'ait pas besoin de salaire, que tout soit gratuit, là, plus ou moins. Hein. Si on pense à l'exemple du Danemark, où est-ce que ça paye beaucoup, on paye beaucoup d'impôts et tout ça, mais en réalité, on a des services. Fait que, moi, je pense que si on veut chercher vraiment une solidarité, c'est de présenter quelque chose de plus global économiquement qui rejoint plus de monde.
puis avoir quelque chose pour, justement, accoter le ministre des Finances quand il nous présente son budget en disant on a un budget alternatif qui va chercher l'assentiment du monde. Fait que faudrait peut-être le faire plus globalement, là. Au collectif pour un Québec sans pauvreté, par exemple, nous on met sur 5 cibles prioritaires, augmenter les prestations des programmes sociaux, évidemment la question des services publics est centrale, mais lutter aussi contre les préjugés, parce que on fait de la politique là maintenant sur le dos des préjugés, on est capable de faire adopter des projets de loi sur le dos de préjugés, et la réduction des inégalités socio-économiques. Puis c'est évident que le salaire minimum, s'il n'est pas attaché avec tous ces autres fronts-là, ben on va pas gagner, en fait, en avançant sur tous ces fronts-là, qu'on va réussir à sortir tout le monde de la pauvreté et à réduire les inégalités. La coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics, fait un travail formidable sur la question vraiment spécifique de l'accès aux services publics. Et ça, c'est son front de bataille, mais c'est ça, la question du salaire minimum, c'est spécifiquement sur les conditions de vie, les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. C'est un des outils. Je répondrai un peu de cette façon-là. C'est sûr qu'on essaie de tout dire, de tout attraper, mais cette campagne-là, c'est évidemment pour la réalité des travailleurs pauvres. Moi, ce que tu dis, c'est la responsabilité de faire les liens, elle est là. Je suis d'accord avec toi, je partage ce que tu dis, Aurélie. Mais je pense que la beauté de la campagne du 15+, ou du 15 $, c'est qu'elle est simple, elle touche les gens, elle est. Et j'aime l'analyse de Pierre-André quand il dit pour faire cette organisation-là, allons toucher des gens là où ils sont touchés. Donc, notamment la question du salariat, mon salaire minimum. Et dans la mesure où on aura fait des gains ensemble sur, mettons, soit une syndicalisation, soit augmenter notre salaire, bon, etc., on aura développé une pratique de travailler ensemble. Et nous allons même développé des gains qui nous permettra là de continuer notre travail de politisation. Je veux dire, que nous fassions tous ces liens-là, c'est la moindre des choses, mais en termes de campagne, moi je trouve ça assez intéressant de le focuser. D'autant plus que, tu as raison de le rappeler plus tôt, c'est vrai qu'en 1995, les femmes ont marché pour l'augmentation du salaire minimum. Mais tu sais, à part le Fonds de défense, une campagne large, spécifique sur le salaire minimum, on n'a jamais vu ça. Donc là, c'est comme si on isole un élément qui est, à mon sens un des éléments quand même assez importants, disons, dans la répartition de la richesse. C'est pas le seul, c'est clair, mais ça en est un qui est important, parce que eux autres ont brisé le contrat social du salariat. Quand tu es capable d'avoir aucun problème d'augmenter le salaire des médecins comme tu le fais, alors que tu hésites à chaque jour d'augmenter le salaire minimum comme ils le font, c'est que tu es en train de profondément briser le contrat social sur le partage de richesse comme tel. Là, je parle d'une entreprise publique et même pas d'une entreprise privée. Fait que, tu vois, moi, je ne vois pas cet inconfort-là, Monique. À Québec solidaire, c'est notre responsabilité. Ce plan de match-là global, je pense qu'on l'a, puis c'est notre responsabilité. Mais sur la campagne, je trouve que de cibler m'apparaît intéressant aussi. Les centrales syndicales, effectivement, à la CSQ, probablement que la plupart des gens gagnent de toute façon plus que 15 $, mais je pense aux travailleuses de services de garde dans le milieu familial, par exemple, c'est certain que leur convention, ils sont directement concernés par l'enjeu. Ensuite de ça, à la CSN, moi je fais partie de la Fédération du commerce, puis il y a plusieurs de nos syndicats qui sont, qui sont en bas de 15 $. Par contre, il y a toujours un malaise au niveau des centrales syndicales, dans le sens où ça fait partie de la culture, puis je pense que c'est correct. Qu'une campagne extérieure ne doit pas venir dicter les impératifs d'une négociation collective. Donc nous, on a adhéré aux 15 $, mais c'était une revendication salariale. Tantôt, je disais que c'est une revendication qui avait une charge morale, mais en quelque part, c'est une revendication qui a été adoptée au niveau local, puis jamais la campagne 15 % sur mon implication extérieure est venue dicter l'orientation du syndicat dans lequel je milite pendant la négociation. Là, ça,
le syndicat c'est une chose, la campagne c'est autre chose. On a utilisé le 15$ comme outil de mobilisation. Mais c'est ça, donc c'est peut-être un peu pour ça que le syndicat, le mouvement syndical a de la misère à mobiliser des syndicats qui sont déjà existants. Et pour revenir un peu à ce que je disais tantôt dans ma présentation, le mouvement syndical américain, ce qu'il a fait, lui, c'est pas qu'il a poussé ses syndicats existants à militer pour le 15$ ou à rejoindre des coalitions. C'est davantage qu'il a mis des énergies pour investir des secteurs qui n'étaient pas syndiqués, qui étaient désorganisés, pour les organiser sur la base du 15$, avec plus ou moins de succès. Mais c'est davantage ça l'enjeu, c'est que le mouvement syndical, en termes de tactique de syndicalisation et d'organisation des travailleurs, investisse de nouveaux milieux et se serve de cette campagne-là pour le faire. Je pense que ça serait possible. Et c'est comme tu dis, c'est le monde qui sont à 10 et 75$, c'est eux autres qu'il faut dire, ben écoute, je comprends que tu as peur, là, mais... Bien rester sur le 15$. Je pense qu'effectivement, en termes d'efficacité de campagne, ça a du sens de rester sur le 15$. C'est effectivement une revendication qui pogne vachement bien. Ceci dit, évidemment, il faut voir comment est-ce qu'on déploie ça en termes de discours et d'argumentation. Je pense qu'on peut élargir ça à la question de la distribution de la richesse. On a cité beaucoup, et en fait, c'est ça la question. Parce que, comme tu le disais, il y a un effet de levier. Une fois qu'on aura le salaire minimum à 15$, ben, les gens qui sont à 15 aujourd'hui, ils vont réclamer 17, et les gens qui sont à 18, ben, ils vont vouloir récupérer leur écart de 8 et vont peut-être réclamer 23. Bon, ce sera des luttes, ça prendra des années, mais c'est le mouvement-là qu'on veut lancer. Et c'est lié à un autre élément dans le débat, qui est la définition de la pauvreté. Parce que, comme tu l'as montré au début, actuellement, avec 10 et 75, bon, ben, on est à un des taux officiels de pauvreté. Mais si on veut arriver si on amène à 15$, on est à un niveau de pauvreté tout à fait différent que celui du salaire viable de l'IRIS, qui est encore au-dessus du seuil de faible revenu 60, etc. Et donc, là aussi, je crois qu'il faut dire, c'est plus une question d'accaparer une part de richesse pour les personnes qui travaillent, d'avoir plus de retour pour ce qu'elles font, d'avoir plus leur part de la productivité. Le problème avec ce discours-là, c'est qu'on arrive dans un discours qui commence à être très abstrait, économique, théorique. C'est pas difficile à faire comprendre, mais bon, je lance ça dans l'idée pour les porte-paroles de campagne et les militants professionnels qui sont ici, de voir est-ce qu'on peut élaborer un discours à partir de ça. Moi, en tout cas, c'est mon dada depuis longtemps, cette question de la redistribution des richesses. C'est au cœur du bouquin de Thomas Piketty qui a montré que la part de la richesse qu'accaparaient les travailleurs a baissé depuis maintenant 40 ou 50 ans, à tel point qu'on est revenu quasiment au niveau du début du XXe siècle. Ça, c'était pour la partie théorique. Sur la partie pratique, j'aime bien l'idée des assemblées, effectivement, comme tu dis, d'aller trouver un nouveau monde sans avoir l'interface des organisations. Donc moi, je suis assez partant là-dessus et ça m'intéresserait de participer. D'un autre côté, je me dis que ça peut quand même être intéressant d'avoir un endroit où, en tout cas pour les organisations, qu'on puisse se rencontrer, se concerter et continuer à se parler. Pour pouvoir justement échanger comme ce soir sur des questions d'organisation. Et je pense qu'il y a effectivement un élément à voir, c'est est-ce qu'on essaye de percer d'amener la présence des grandes centrales syndicales, et si oui, comment est-ce qu'on le fait, ou est-ce qu'on passe par les syndicats de base pour ensuite essayer d'avoir les exécutifs au-dessus, etc. Ça reste une question. Donc Stéphane a dit qu'on allait faire circuler une feuille avec les adresses. Là. Je pense que c'est... Ah, ok, mais on continue à la faire circuler. Merci. Maintenant, j'ai juste envie de laisser le mot de la fin à nos invités, si vous avez une minute ou deux envie de conclure ou de nous dire ce que vous en retenez. Puis, c'est ça. Sinon, déjà, vous remercier tous et toutes d'être venus. Puis, en espérant que la prochaine fois, on sera encore plus nombreuses et nombreux. Oui, je rappellerai juste l'importance, en fait, de s'armer de patience et d'écoute pour gagner la lutte sur le 15$. Je l'ai beaucoup dit, mais il y a de la résistance, il y a beaucoup d'inquiétudes. En fait, ça serait ma conclusion, en fait. Soyons patients, soyons compréhensifs, soyons de l'écoute, puis expliquons. Les mythes sont là, ils sont faciles à déboulonner. Vincent l'a dit, c'est facile à déboulonner. Il y en a plein des mythes, on va nous en sortir. Dimanche dernier, dans le journal Le Soleil, il y a plein de pages, idées signées par Thomas Dorval, le président du Conseil du patronat, qui a terminé sa lettre en disant pour distribuer la richesse, il faut la créer. Alors, on est encore dans ce discours-là et ça marche bien parce qu'on nous le resserre encore. Alors, à nous de resservir le discours contraire. Je pense que c'est possible de gagner, mais il va falloir s'armer de patience et d'écoute. Merci.
Tantôt, on parlait des gens qui gagnent 18 de l'heure et qui n'étaient pas prêts à appuyer les gens qui gagnent moins de 15 t'sais. Mais ça, c'est pas étonnant. Dans mon syndicat aussi, ça a fait la même chose, mais même pour la première convention collective, les gens gagnaient du salaire minimum à 11 et 15, puis ils chialaient parce que les premiers au bas de l'échelon allaient grimper plus rapidement qu'eux. Puis là, ça a fait la même chose encore la dernière fois. Les gens gagnaient 13 de l'heure au top de l'échelle. Puis, ils n'aimaient pas ça qu'on revendique 14 pour les premiers. Ils disaient, oui, mais moi, j'ai travaillé ici 8 ans, là. Comment ça se fait que lui va me rattraper? Mais ça, c'est pas étonnant parce que les gens sont matraqués jour après jour par le discours du patronat et par les médias bourgeois. Fait que c'est normal qu'ils adhèrent à cette vision, à cette idéologie-là. Mais la lutte fait en sorte que l'expérience finit par vraiment parler aux travailleurs, puis les travailleurs développent la culture de la solidarité. Puis la culture de la solidarité, c'est le 15 heures, je pense que c'est une façon, c'est un vecteur pour ça. Puis la culture de la solidarité, ça ne se limite pas aux 15 heures, ça va se limiter à tous les autres enjeux par rapport aux femmes, par rapport aux travailleurs migrants, aux enjeux écologiques aussi. Donc c'est quelque chose qui s'exporte dans tous les mouvements sociaux. Donc je pense que c'est ça le point fort de la campagne pour le 15 $, c'est que c'est une campagne sur laquelle c'est facile de faire de l'enjeu de la culture de la solidarité une source d'expérience qui peut être exportée à d'autres mouvements par la suite. Merci. Manon? Ben, écoutez, de ces paroles de sagesse, parce que c'est vrai qu'il faut s'armer de patience. C'est le même dans toutes les luttes. Hein. Puis il arrive un moment magique où ça marche. Il arrive un moment donné où l'océan s'ouvre, et là on peut passer. Il faut juste rester alerte pour que quand l'océan ouvre, on parte à la course. C'est ça. Et je pense que c'est possible, notamment quand on le fait en solidarité. L'idée, bien sûr, de se coordonner, c'est pour être plus fort, plus fort. C'est aussi pour reconnaître qu'on n'a pas toutes les mêmes tactiques. Moi, si tu veux aller empêcher le monde d'aller... pas trop! Par contre, si tu veux aller convaincre ta gang que c'est peut-être un bon moment de parler avec les gens qui sont au salaire minimum. Donc, dire, ça aussi, c'est une bonne idée. Mais la diversité des approches, des actions, je pense que quand on se coordonne, c'est ça aussi. Puis, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, et je pense que mon parti est capable de ça, c'est-à-dire d'être là humblement. On ne pense pas qu'on a la vérité, puis on le sait que sans le mouvement social, nous, là en haut, là, on est capable de rien faire. De rien. On est capable de faire ce que le mouvement social est prêt à faire. Alors donc, mais cette communication, cette coordination-là, quand elle est coordonnée, ça donne des bons coups. Tu sais, par exemple, comme le 15 octobre, de déposer un premier 5000 signatures, tu sais, pour prendre tout 5000, en 15 000. En tout cas, je me suis inscrit là. Non, c'est vrai que j'ai déposé avant parce qu'on voulait faire encore des signatures. Mais ceci étant dit, quand on est capable de coordonner ces choses-là, c'est intéressant. Je pense que c'est le fun d'entendre que la région de Québec semble, en tout cas moi, mon feeling d'ici, là, semble avoir cet intérêt-là de dire, OK, on a envie de se coordonner, il y a déjà des pistes de lancer. Et je nous rappelle collectivement, puis vous allez être capable de le faire parce que vous êtes en lien, et nous autres ici à Québec solidaire, on est en lien avec les coalitions à Montréal, c'est aussi de se changer. Et là, je pense qu'il y a une date collective qui est le 15 avril. Alors, peut-être juste dans votre réflexion, parce que tantôt, j'entendais Ginette parler du 1er mai. 15 avril, c'est proche du 1er mai. En tout cas, maintenant, il faut être conscient aussi de ça. Mais je pense que le 15 avril, c'est un autre moment où on pourra être là de façon plus globale ensemble. Et gênez-vous pas de faire passer. Moi, j'adore aller sur le terrain. Je n'ai pas eu le temps d'aller à Indigo, ils ont signé avant. La journée que je devais y aller, trop efficace. Trop efficace. Mais justement, tu sais, des fois aussi, ça peut être... je me suis bien rendu compte avec le syndicat du Vieux-Port, puis comment ça peut être... c'est important, en fait, pour les gens qui sont en lutte, d'avoir aussi des gens qui sont solidaires. Puis quand tu es en plus député, je me rends compte que ça joue une coche. Les gens sont vraiment fiers de ça. Puis, mais ça, je vous dis ça de même, juste par habitude. Alors, ben moi, je suis vraiment contente d'avoir eu cette belle soirée. Merci à
à la gang qui nous ont réunis. C'est plein d'espoir. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Puis